5, le paragraphe 5, notation complexe. Notation complexe. Alors, la notation complexe est très utile parce qu'il nous simplifie le calcul, il nous fait apparaître des choses un peu plus exactes. Donc ici, la notation complexe, donc on va utiliser la notation d'Euler, I θ est égal à cosinus de θ plus I sinus de θ. Et donc la partie réelle de I θ, c'est cosinus de θ. Et donc notre partie réelle, nous on part de la partie réelle et on transforme ça en partie imaginaire. Donc on va réécrire par exemple notre fonction là ici. Cette fonction là ici, on va la réécrire comme étant psi avec un trait en bas ici, ça veut dire c'est psi complexe, c'est l'expression complexe qui est égale à psi m de exponentielle de i de oméga t moins k0u moins phi. Donc on va utiliser cette forme. Alors là ici, je peux utiliser avec la flèche carrément. Et donc la flèche, donc ici, je pourrais écrire ça en fonction de i oméga t moins k0u fois exponentielle de moins i phi. Et finalement, je vais écrire que phi m complexe fois exponentielle de oméga t fois exponentielle de moins i k0u. Avec l'amplitude complexe, cette fois-ci, psi m est égal à psi m de exponentielle de i phi, alors de moins i phi. Ça c'est m. Donc la dérivée par rapport à temps d'abord de psi, et ça est égal à la dérivée par rapport au temps de ça. Alors je vois très bien le terme qui contient le temps, c'est ce terme-là. Donc là on voit très bien l'utilité de cette notation parce que ça nous rend visible le terme qui contient le temps. Les autres termes ne dépendent pas du temps, donc leur dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc je vais obtenir psi de m de i oméga de i oméga psi de m fois exponentielle de i oméga fois exponentielle de moins i k0u. En fait, j'obtiens d sur d de t de psi complexe est égal à i oméga fois psi complexe, tout court. Ça veut dire que la dérivée par rapport au temps, on peut l'utiliser et oméga tout court. Voilà. Et donc c'est ça, c'est important. Donc dans l'équation de D'Alembert, d carré sur dt carré, c'est moins oméga carré parce que i fois i, c'est moins 1. Là maintenant, je dérive ma fonction. Donc ma fonction toujours psi est égale à psi de m de exponentielle de i oméga t fois exponentielle de moins k0 i fois u. Je la dérive par rapport au temps. D sur d de u fois eu. C'est le grade. Donc ça c'est mon grade qui est égal à grade de psi de m. Psi de ma fonction ici qui est en notation complexe. Et donc j'obtiens le grade de psi. Et donc ça va me donner grade de psi. Donc ça c'est de psi. Et donc ça est égal à grade de psi. Et ça c'est égal à EU fois D sur D de U de cette quantité de psi de M sans flèche bien sûr, pour exponentielle de I oméga, pour exponentielle de moins I de moins
IK0 fois U. Alors, la dérivée par rapport au temps et par rapport à l'espace, c'est ici. Donc, je vais trouver que ça est égal à moins IK0 fois EU. Fois EU, c'est K. Fois psi, tout court. Fois psi. Donc, finalement, je trouve que le grade de psi est égal à moins IK0 fois psi. Fois psi complexe. Et cela nous pousse, donc cela nous suggère d'utiliser à la place de l'opérateur gradient moins IK0. Moins IK0. Et à la place de l'opérateur div, on va utiliser moins IK0 avec le point ici qui signifie div. Et pour l'opérateur rotationnel, on va utiliser moins IK0 rot d'un vecteur. Et pour le Laplacien, on va utiliser IK fois IK, c'est I fois ici moins 1, moins plus c'est I, c'est moins 1. Donc c'est K carré, c'est K carré. On va utiliser K au carré. Voilà. Comment on va faire pour les ça on va l'utiliser pour calculer les équations de Maxwell. Alors c'est possible aussi que une personne peut utiliser l'expression suivante: psi est égal à psi max cosinus de K0 U moins oméga t plus phi. Alors dans ce cas-là, on va trouver que d sur d de t, ça va nous donner moins i oméga. Et on va trouver que le grade, ça va être i k. Ici avec le signe moins, parce que j'ai moins ici, mais ici avec le signe plus, parce que j'ai plus ici. Alors, quand on va écrire ça ici, on va l'écrire sous forme de exponentielle de moins i oméga moins ici, et plus à la place de moins. Donc, les signes, ça s'inverse. Voilà. Et donc, les autres opérateurs, on va inverser le signe. Donc, la divergence ici, ça va être i k avec un point. Le rotationnel, ça va être IK 0 vectoriel, et le Laplacien, ça va être I fois I moins 1, donc c'est moins K0 au carré. Donc le Laplacien, ça va être moins K0 au carré, au lieu de K0 ici. Avec ça, je pourrais réécrire les équations de Maxwell. Alors, la première équation de Maxwell, c'est Maxwell-Gauss. Ça est dans la série aussi, Maxwell-Gauss. On va voir qu'est-ce que ça va donner en notation complexe. Alors ici, divergence, c'est IK. Alors, IK0 fois E est égal à 0. Ça veut dire que K est perpendiculaire, que K0 fois EU est perpendiculaire à E. Donc on retrouve le fait que le champ électrique est transverse. Donc l'OPPM est transverse électrique. L'équation de Maxwell-Thomson, ou bien l'équation de Maxwell-conservation de flux, est égale à 0. Ça va me donner IK0 fois E, fois B, plutôt, est égal à 0. Ça veut dire que K0 fois EU est perpendiculaire à B. Donc, l'onde plane monochromatique progressive sinusoïdale
Et l'OPPM est une onde transverse magnétique. Donc là, on l'a fait de façon générale au paragraphe précédent, paragraphe 2, mais ici, on le trouve pour une onde plane progressive sinusoïdale monochromatique. Là maintenant, c'est bon, ça veut dire que E n'a pas de composante selon EU et B n'a pas de composante selon l'axe de propagation U de l'onde plane. Et donc E et B sont transversales par rapport à la direction de propagation. Alors il reste maintenant l'équation de Maxwell-Faraday, dit rotation de E est égale à moins d de B sur d de t, et rot, donc c'est IK. IK vectoriellement, donc c'est IK 0, vectoriellement E est égal à moins d de B sur d de t. Et d sur d de t, c'est I oméga. Donc cette fois-ci, parce que je travaille avec ça ici, je dois respecter moins et oméga. Je n'utiliserai pas plus, mais j'utilise ça ici parce que je travaille avec ces notations-là ici. Donc c'est moins et oméga. Moins et oméga fois B. Alors, I et I s'en vont. Donc il me reste B est égal à K0 fois EU divisé par oméga vectoriellement E. Alors ce qui va me donner immédiatement, B est égal à K0 et K c'est oméga sur C, et donc qui est égal à oméga sur C fois 1 sur oméga fois EU vectoriellement E. Et donc ce qui va me donner en fin de compte, ça va me donner que B est égal à EU vectoriellement E sur C. Ici, le moins et le moins. Donc voilà le moins, parce que je l'ai perdu. Donc ça marche là maintenant. C'est bon. Je retrouve l'équation. Et maintenant, je continue. Ça, c'est l'équation qui nous dit que le champ E et le vecteur EU, E et B forment un trièdre direct. Donc EU, E et B forment un trièdre direct. Donc si je prends maintenant le rotationnel de B est égal à 1 sur C carré terrain de E sur terrain de T, alors de ce côté-là c'est facile, c'est moins I oméga, c'est moins I oméga sur C carré, terrain de E, alors terrain sur E fois E, je remplace D sur dt par moins I oméga. De ce côté droite, je le remplace avec I K0. I K0 vectoriellement B est égal à ça. Et donc finalement, je me retrouve avec E est égal K0 c'est oméga sur C. Donc je me trouve avec I et I s'en vont. Il y a un signe moins qui reste. EU fois oméga sur C fois C carré en haut. Donc ça me reste un C ici. Et oméga s'en vont vectoriellement E, vectoriellement B. Donc, et voilà. Donc EU vectoriellement B, je me trouve avec E, avec une constante de proportionnalité, c'est C. Donc on a C comme constante de proportionnalité. Alors, je vois très bien que EU vectoriel EB forme un trièdre direct à une constante près. Là maintenant, si je prends B est égal au rotationnel de A, je vais obtenir que B est égal au rotationnel de A, c'est IK 0 vectoriellement A. Alors ici, B est égal à K0, donc c'est K0 fois EU vectoriellement A. Et je trouve fois I. Donc je trouve que
ça c'est ici, c'est exponentielle de i pi sur 2, parce que j'ai exponentielle de i pi sur 2 est égal à cosinus de pi sur 2 plus i fois sinus de pi sur 2. Et donc, sinus de pi sur 2, c'est 1, et j'ai i ici. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'il y a un déphasage entre B et A. Entre E et B, il n'y a pas de déphasage. Entre E et B, il n'y a pas de déphasage. Donc, c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Et ça, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Par contre, ici, c'est la définition du potentiel vecteur. Ça me dit qu'il y a une phase, un déphasage entre A et B. Alors, donc, ici, c'est très, très important. Quand l'onde électromagnétique se propage, le champ électrique et le champ magnétique se propagent en phase. Mais l'amplitude baisse jusqu'à arriver à 0. Et quand instantanément ça arrive à égal à 0, eh bien, toute l'énergie électromagnétique se trouve dans le potentiel vecteur et se transforme en une énergie potentielle électromagnétique qui se trouve dans le potentiel vecteur A. Sinon, à l'instant T où E et B égale à 0 sur l'axe de propagation, alors on va se trouver avec un grand problème où est-ce qu'il est parti l'énergie. Alors l'énergie, ça se trouve ici dans le potentiel vecteur parce que l'énergie se transforme de EB, elle est transférée de EB à A et puis de A à EB. Quand il est potentiel électromagnétique, il se transforme et ça devient électromagnétique dans E et B. Et puis quand il est dans E et B, se forme énergie électromagnétique et se transforme pour devenir énergie potentielle électromagnétique qui se trouve dans le potentiel vecteur et éventuellement dans le potentiel scalaire, etc. Donc, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se propage dans l'espace. So this is a typical electromagnetic wave as proposed by Maxwell. We've got three dimensions. We've got the x-axis that goes along in this direction. That's actually the direction of the electromagnetic wave. We've got the y-axis, and of course the third dimension is the z-axis. And of course the electric field is represented by red. So you can see that this red field is perpendicular to the x-axis, and it's of course like a sine wave. It goes above and then it goes below. So we have crests and troughs. At the same time that the electric field is being generated, there's also a perpendicular magnetic field being generated in the blue. And those two are perpendicular, and they, as one gets bigger, the other one gets bigger. As one gets smaller, the other gets smaller. And so we have both perpendicular electric and magnetic fields, and notice that the z-axis, which carries the magnetic field, and the y-axis, which carries the electric field, are both perpendicular to the direction of propagation of the wave. Alors, de ce qu'on voit tout ça, et ça c'est la notation complexe, ça nous a permis de trouver ce déphasage entre B et A, et donc le même déphasage, ça se trouve aussi entre A et E. Donc si on prend E ici, il est égal à moins pi de A sur pi de T, c'est l'équation de Neumann. Donc on peut trouver que E est égal à moins I oméga fois A. I pi sur 2. L'équation de Neumann, ça nous permet de trouver ce déphasage-là qui existe entre le potentiel vecteur. C'est le même déphasage. 6. Spectre électromagnétique. Donc ici, je vais représenter ce spectre ici. Donc ça, c'est la longueur d'onde. Je vais représenter ici la partie du visible. Donc c'est 0,01, 0,11. Voilà. Ensuite, je le considère en micromètres. Ensuite, c'est 1, 0,1, 0,01. Ça, je le considère en nanomètres. Ensuite, ça c'est 1, 0,01, 0,01. Ça, je le considère en
picomètres. Ensuite, ici, 0,01, 0,11, ça je le considère en millimètres. Ici, ça 0,01, 0,1, 0,1, ça je le considère en mètres. Et ici, donc ça continue, hein? Ça continue. Ça je le considère 0,01, 0,11. Ça je le considère en kilomètres. Alors, entre 400, 0,1 et 1, donc entre 400, donc ça c'est 100, ça c'est 1000. Donc entre 400 et 700 nanomètres, donc ça c'est ici, entre ça et ça, c'est la région du visible. Donc c'est le visible. C'est la lumière blanche qu'on voit. Le reste, on ne le voit pas. Donc l'œil humain ne voit pas ça. Le serpent par contre, il peut voir un peu l'infrarouge ici. Donc l'infrarouge, ça peut partir jusqu'à 1 mm ici. Donc de 0,7 micromètre, 0,7 micromètre jusqu'à 1 mm, c'est l'infrarouge. J'ai l'infrarouge proche, near infrared, l'infrarouge proche, middle infrarouge, donc l'infrarouge moyen, et j'ai far. Infrarouge, c'est l'infrarouge lointain ici. Donc c'est les ondes, c'est la chaleur, c'est les ondes qu'on ne voit pas. À partir d'ici, ça prend jusqu'à le 1 mètre ici, donc jusqu'à 1 mm jusqu'à 1 mètre, c'est les ondes micro-ondes. C'est les ondes micro-ondes. Alors c'est les ondes par lesquelles on fait au cuir par exemple dans les micro-ondes, etc. Ça s'appelle aussi les ondes centimétriques. Et ici c'est les ondes radio. C'est les ondes radio. TV. Donc c'est les ondes de télécommunication sans fil, c'est les ondes de télécommunication. Par contre, les ondes de télécommunication par fibre optique, dans les ondes par fibre optique, c'est ici, sont situées ici. C'est 3 fenêtres, donc une c'est vers 1,3 micro ici, et l'autre 1,55. Et une autre ici, c'est vers 850. Alors, nanomètres. Alors, le visible ici, c'est entre 400 et 700 nanomètres. Et ça peut, pour des gens qui ont des super yeux, et peuvent voir l'infrarouge jusqu'à 710. Mais le spectre électromagnétique visible, la lumière visible, c'est entre 400 nanomètres et 700. C'est la limite de l'UV et de l'infrarouge. Alors la braise par exemple, quand il est rouge, c'est presque la limite. On voit la braise, elle a une couleur rouge un peu sombre. À partir du rouge, le radiateur lequel on chauffe dans les maisons par exemple, ou les plaintes chaudes, là, c'est pas le visible, c'est l'infrarouge. L'eau chaude dans une chaudière, c'est l'infrarouge. Donc c'est pourquoi on utilise les caméras infrarouges pour détecter des infrarouges par exemple. Par contre, le chat et le serpent, il peut, par exemple, observer dans le visible et dans l'infrarouge. C'est pourquoi un chat, il est capable de chasser les bébites noires, comme les rats, etc., et les souris, pendant la nuit, alors qu'ils sont de couleur noire. Là maintenant, de ce côté-là, on a l'ultraviolet jusqu'à 0,01 sur les UV. Donc, il va avoir les UVA, UVB, UVC, etc. Elles sont classifiées en gamme, et celles qui sont très dangereuses, ceux qui sont moins dangereuses. Quand on parle de la couche d'ozone qui est percée, les UV pénètrent. Alors ici de là à là, on a les rayons X. Et après, de 0,01 en bas ici, et après c'est les rayons gamma ou les rayons cosmiques qui sont beaucoup plus énergétiques que les rayons gamma que l'on connaît dans la physique nucléaire. Le spectre des ondes électromagnétiques, c'est très large, et Maxwell n'a pas défini une limite précise, ou bien des limites. Il n'a pas posé des limites du côté des courtes longueurs d'onde, ou bien une limite du côté des longues longueurs d'onde. Il a laissé ça ouvert.
on va voir ici que au niveau des rayons gamma, à un certain moment, on va voir des rayons gamma électromagnétiques, mais aussi il y a des particules qui se comportent comme des rayons gamma. Il y a les rayons aussi cosmiques qui sont des rayons électromagnétiques, mais il y a des rayons, des particules qui ont des longueurs d'onde qui semblables aux rayons aux ondes électromagnétiques. Je pense notamment aux ondes de matière de Broglie, donc que les électrons aussi, avec des vitesses très grandes, ils se comportent comme des ondes de matière. Et donc ici, on n'utilise pas les ondes de matière, on utilise les ondes électromagnétiques. C'est pour dire que, arrivons aux ondes, aux longueurs d'onde de l'ordre de picomètres, femtomètres, les ondes de matière se mélangent avec les ondes électromagnétiques. Mais toujours, il faut se rappeler que une source électromagnétique émet des ondes électromagnétiques et non pas des ondes de matière. Alors, une autre chose, c'est qu'une source électromagnétique ne peut pas couvrir tout le spectre électromagnétique, c'est large. La lumière du soleil, par exemple, il contient une partie du visible, c'est ce que l'œil humain voit. Et donc, c'est cette partie-là du visible, ici, c'est entre 400 et 700 jusqu'à 710 nanomètres. Et une partie de l'infrarouge, c'est ce qui chauffe la planète. Et il contient aussi une partie de l'UV ici. Et donc, le spectre électromagnétique du Soleil, il contient une partie de l'UV, une partie importante dans le visible, c'est la lumière, et une partie infrarouge que l'œil humain ne voit pas, c'est l'infrarouge ici. Et donc, globalement, une source ne couvre pas tout le spectre électromagnétique. Alors, pour la conversion de l'énergie, pour la production des énergies propres, telles les cellules solaires, ou bien l'énergie photovoltaïque, c'est au niveau de la Terre, on place des plaques photovoltaïques, et donc c'est le silicium, et donc les détecteurs aussi, donc les plaques photovoltaïques, c'est des plaques qui absorbent la partie, une petite partie de l'UV, toute la partie de la lumière visible, et aussi une partie de l'infrarouge jusqu'à 1,1 micro. Donc le silicium, il absorbe l'UV, le visible et l'infrarouge jusqu'à 1,1 micromètre. Mais l'infrarouge, comme on voit ici, ça va de 700 nanomètres jusqu'à 1 mm. Donc, alors que le silicium, lui, il absorbe jusqu'à 1,1 micro. Donc, il absorbe dans cette région-là uniquement. Et c'est cette région-là qu'on utilise pour la production de l'énergie propre solaire, dans l'énergie solaire. Alors, ici, les micro-ondes, donc, c'est des ondes centimétriques qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et donc, il y a des détecteurs spéciaux pour les micro-ondes, et puis il y a des émetteurs comme les clistrons. Donc, les clistrons, ils émettent les micro-ondes, je crois, 1,5 cm de longueur d'onde à peu près, ici. Et donc, les micro-ondes, on les utilise aussi pour faire tourner les molécules d'eau. Et donc, c'est les aliments qui contiennent les molécules d'eau, par exemple, s'échauffent donc dans les fours micro-ondes. Chez nous, dans les maisons et dans les restaurants, etc. Alors, les ondes radio, TV, etc., c'est à partir de 1 mètre jusqu'à des dizaines de kilomètres. On pourrait trouver une onde radio qui couvre à peu près une grande région de 200-300 km, une seule longueur d'onde. Alors, ici, les ondes radio, les ondes TV, les ondes de transmission. Au début, ces ondes-là, c'était la recherche sur les télécommunications sans fil a été encouragée à partir de la Première Guerre mondiale et aussi la Deuxième Guerre mondiale,
39-1945, et les gens cherchaient à communiquer, le militaire cherchait à communiquer. Souvent, la recherche, les inventions commencent dans le domaine militaire, et après on les utilise dans d'autres domaines. Alors ici, les ondes radio, c'était encouragé pour la communication entre les bataillons, entre les généraux du militaire et leurs bataillons à distance, etc. Et donc, c'est comme ça. Après, les civils ont repris ça. Maintenant, la police utilise des radios sans fil, à des longueurs d'onde bien précises, dans ce domaine-là ici. Alors, en retenant que donc les rayons X aussi ici, on les utilise dans le domaine médical pour des clichés, pour faire des clichés, des os, des poumons, etc. Alors que l'UV ici, on voit bien qu'il y a des sources UV propres à la production de l'UV. Il y a aussi présentement des diodes luminescentes qui émettent dans l'UV et à peu près dans le début de l'ultraviolet et dans le violet. Et on utilise une matière blanche de poudre, comme une poudre blanche fluorescente qui absorbe ces UV. Elle peut absorber aussi les raies de mercure et puis il émet la fluorescence. Et donc cette fluorescence-là, elle est blanche. C'est ce qu'on utilise parfois dans les tubes fluorescents, les tubes blancs là, ou bien dans les luminars, dans les phares des autos. Aujourd'hui, on utilise ça. Alors, on utilise la fluorescence. Donc, c'est un éclairage par fluorescence. Et aussi, on a ici les ampoules au tungstène. Donc, c'est les ampoules à incandescence au tungstène. Il y a aussi des ampoules à incandescence du carbone. Alors, les ampoules au tungstène, c'est de sources électromagnétiques. Donc, on chauffe quand on applique un courant qui circule dans le filament du tungstène à l'intérieur de l'ampoule. Le filament s'échauffe, arrivant à 2600 degrés C ou 2800 degrés C, ça donne la lumière un peu qui ressemble à la lumière du soleil. Donc, c'est une lumière jaune-blanche. Il contient une partie de l'UV et toute la lumière blanche et une partie d'infrarouge. Pourquoi? Si vous touchez une ampoule au tungstène, vous trouvez le culot et le verre, il est chaud. Donc ça brûle les mains quand une ampoule par exemple de 100 watts. Et donc ça chauffe beaucoup. Alors, les lasers aussi, on trouve les lasers, mais les lasers, c'est des raies. Ils émettent des raies, c'est juste qu'ils émettent à une fréquence. Par exemple, l'hélium-ion émet à 632,8 nanomètres, et il émet présentement une autre raie qui est verte et une autre raie qui est jaune. C'est tout, il émet 3 fréquences. Parce que le mélange hélium-ion, c'est un gaz, donc il émet des raies. On a l'argon aussi, le laser argon, il émet 5 raies, mais si on augmente le pompage, donc on peut passer facilement à 7 raies, ou bien 8 raies. Donc on atteint les autres raies, il atteint le seuil, dépasse le gain d'émission laser. Il y a aussi le krypton, donc il y a les lasers aussi à solide, comme le INDIAG, il émet lui 1,064 micromètres, que l'on convertit avec un doubleur de fréquence pour que ça émet la lumière verte à 532 nanomètres. Alors là, ici, il faut faire attention pour les gens qui jouent avec ces pointeurs verts. Ils sont très puissants, ils sont très dangereux pour l'œil. Il ne faut pas jouer avec ça parce que une fois la rétine absorbe cette lumière qui est un mélange de l'infrarouge à 1,64 micromètres et à 532 nanomètres, parce que ce faisceau vert là, c'est un mélange, il contient la lumière verte à 532 nanomètres, mais il contient aussi soi-disant 48% de la lumière infrarouge à 1,064. Et si cette lumière arrive à la rétine de l'œil humain, s'il est absorbé par la rétine, vu que la rétine noire elle absorbe ces ondes-là, ces 2 fréquences, et donc il se brûle, c'est irréversible, et une personne peut perdre sa vue une fois pour toutes. Alors pourquoi? Parce que c'est la puissance, c'est pas la couleur verte qui fait brûler la rétine, c'est l'intensité qui est très forte, très 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 forte.
Alors en général, l'œil, il reçoit la lumière blanche au complet, il reçoit l'infrarouge, mais l'infrarouge, il ne la voit pas, mais il voit juste la lumière, mais ce n'est pas la couleur qui détruit la rétine de l'œil, mais c'est plutôt l'intensité. Quand une lumière est très intense, l'illumination c'est rouge, mais quand elle est faible, ça ne détruit pas l'œil. Quand c'est par exemple 10 micro-watts, etc. Mais quand ça devient 1 milliwatt, 5 milliwatts, dans le faisceau directionnel, selon une direction OU bien déterminée, donc c'est une onde plane, c'est quasiment une onde plane, et donc ça détruit l'œil. Donc la concentration de l'énergie surfacique, donc la concentration, la puissance surfacique, c'est l'éclairement, ça devient très élevé et ça détruit l'œil. Alors, c'est pour dire finalement que le spectre électromagnétique, c'est extrêmement large. Il y a des lasers, il y a des sources à incandescence, et il y a des sources de micro-ondes, il y a des sources de fréquences. Alors ici, c'est des charges qui oscillent avec des fréquences bien déterminées. Ce n'est pas des fréquences très élevées, c'est des basses fréquences ici. Donc c'est des longueurs d'onde très grandes, donc c'est des charges qui oscillent au niveau des antennes et ça émite des longueurs d'onde de ce type-là ici pour les télécommunications sans fil par exemple. Alors il y a des ondes paraboliques, des ondes ici, ce spectre électromagnétique, ça ne concerne pas seulement les ondes planes ou bien les ondes sphériques, ça concerne toutes les sortes de sources. Lumière, même il y a des insectes qui émettent qui sont lumineuses, ils émettent de la lumière, on les voit la nuit, verte, des insectes vertes, etc., qui émettent la lumière. Même les feuilles des arbres, quand ils reçoivent la lumière du jour, du soleil, ils reflètent le vert, ça veut dire qu'ils absorbent le reste du spectre, sauf le vert qui réfléchit, qui émet, qui diffuse dans toutes les directions. On voit ce vert-là, on voit les feuilles vertes, etc. Donc, c'est ça. Et donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Electromagnetic radiation travels in waves. Frequency describes how many waves per second a wavelength produces. Wavelength measures the length of an individual wave in meters. Scientists describe the electromagnetic spectrum as a long line. At one end lie radio waves, with the longest wavelengths and lowest frequencies in the spectrum. A single radio wave has the length of a football field. After radio waves come microwaves, which produce more energy due to shorter wavelengths and higher frequencies. Cell phones, radar, and microwave ovens use microwaves. Next comes infrared light. The sun, fire, living creatures, and other heat sources all produce infrared light. While we cannot see infrared light, we feel it as heat. Visible light occupies a narrow slice of the electromagnetic spectrum, nestled between infrared and ultraviolet light. Red wavelengths have the lowest frequencies and longest wavelengths of visible light. As you move from red through orange, yellow, green, blue, and finally violet, wavelengths shorten and frequencies increase. From visible violet light, we move into ultraviolet frequencies. Human skin produces vitamin D when exposed to ultraviolet light, but excessive ultraviolet light causes sunburns. Next, X-rays, which pass through soft tissue but not denser materials such as bone, making them valuable for medical tests. X-rays also have security applications such as airport baggage checks. Gamma rays produce even shorter wavelengths, higher frequencies, and more energy. In comparison to the football field-sized wavelengths of radio waves, gamma ray wavelengths are as small as atom nuclei. The electromagnetic spectrum is just a name of a range of radiation. Let me tell you what they are. Radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet, X-rays, gamma rays. From the TV station to your living room, that is the work of radio waves. Heating food in just seconds, microwaves do that. Heat treatment for illness, take pictures in the dark.
They are even in your remote control. Infrared radiation, the electromagnetic spectrum is just a name of a range of radiation. Let me tell you what they are. Radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet, X-rays, gamma rays, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. That is the only part of the spectrum that can be seen by us. The suntan on your skin kill bacteria and viruses. Used to detect forgery, that is ultraviolet. The electromagnetic spectrum is just the name of a range of radiation. Let me tell you what they are. Radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet, X-rays, gamma rays. See your broken bones and your hidden bombs. That is the work of X-rays. Kill cancer cells and sterilize. Dangerous gamma rays do that. Now we have completed the electromagnetic spectrum. If you still do not understand, then play the song again. The electromagnetic spectrum is just the name of a range of radiation. Let me tell you what they are. Radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet, X-rays, gamma rays. Radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet, X-rays, gamma rays. Donc je m'arrête là pour au niveau du spectre.